ça devenait un problème qui était global et pas spécifique. Je vous passe le petit passage de Christophe André et on en reparle juste après. La dévalorisation de soi ne vient pas seulement de ce qui nous arrive, mais aussi de la manière dont on interprète ce qui nous arrive. On a tous et toutes une énorme tendance, une énorme capacité quand il nous arrive une difficulté à se dire « c'est de ma faute, je suis pas bon ». Je peux attribuer à cet échec des caractéristiques globales. J'ai échoué dans ma vie de couple, mais finalement, j'échoue dans tout. Il n'y a rien qui marche dans ma vie. Quand on n'est pas bien, quand on n'est pas dans une bonne période, on a tendance à oublier ce qu'on est capable de faire en fait. Ce que je vous propose, c'est de vous passer un extrait d'une vidéo de David Laroche. C'est que quoi que je fasse, je vais être critiqué, mais c'est pas grave. Parce que quoi que je fasse, je vais aussi avoir des gens qui vont trouver ça top, qui vont aimer la démarche, qui vont apprécier ce que je fais. Je vous proposerai après des pistes pour sortir de votre zone de confort. Le seul moyen, c'est parti pour l'extrait de Boris Cyrulnik. Avec des petites victoires. Petit à petit, ils vont prendre confiance en eux. On va pouvoir démarrer. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Déjà, félicitations. Félicitations d'être ici aujourd'hui. On est là pour parler de confiance en soi. Vous êtes ici avec moi parce que vous avez fait preuve de courage, le courage de vous écouter et certainement de reconnaître que vous avez besoin de renforcer votre confiance en vous. Donc déjà, je vous dis bravo, parce que c'est le premier pas vers quelque chose d'important, vers une confiance en soi renforcée. Donc maintenant que tout le monde est là, voici le programme de cette prochaine heure. Donc, ce webinaire va se dérouler comme un coaching chez Mentor Show. Donc dans un premier temps, on va réaliser un état des lieux. Par la suite, on va se fixer des objectifs, ce qu'on souhaite atteindre durant cette séance. Et après, on va se concentrer sur les principales thématiques de ce coaching, en combinant la théorie issue de masterclass, de nos meilleurs mentors et une analyse détaillée de leurs enseignements. Okay ? Et enfin, vous aurez la possibilité de partager vos avis et vos questions. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on va construire la séance. Donc je me présente rapidement, je m'appelle Coralie Brouche, je suis coach en développement personnel et préparatrice mentale dans l'accompagnement depuis un bon moment. Ça fait 15 ans que je suis dans l'accompagnement. Je suis vraiment ravie de collaborer avec Mentor Show pour ce live et pour la partie coaching, puisque effectivement, je fais partie des coachs certifiés Mentor Show. Je suis ravie aussi parce qu'aujourd'hui, on va parler de confiance en soi. Mais on va rendre l'expérience la plus concrète possible, en illustrant par des exemples réels et en visionnant des extraits de masterclass qui vont directement vous parler. Ok. Donc, un petit état des lieux d'abord. On va commencer par ça. Donc, quel est votre niveau de confiance en vous aujourd'hui? Vous mettez une note dans le chat, une note de 1 à 10. 1 si vous sentez au fond du trou et 10 si vous êtes au top et que rien ne peut vous résister. Alors, qu'est-ce que je vois dans le chat? 8, 9, ok, pas mal. Bon. 1, 3. Ok, moi je me mets 7,5 quoi, entre voilà, 7,5 parce que depuis que je suis coach, je peux dire que j'ai quand même bien travaillé sur ma confiance en moi, en me faisant coacher moi-même. Bon, il faut savoir que ma confiance en moi, elle est bien remontée par rapport à il y a 10 ans, lorsque j'avais l'impression que je savais pas faire grand-chose, on va dire. Il y a une période de ma vie où c'était un peu plus compliqué. Mais grâce au coaching, je sais que ma confiance, elle descendra pas en flèche en fait. Donc voilà, j'ai réussi à construire un socle solide sur lequel je peux m'appuyer en cas de coup dur. Je vais pas redescendre en dessous de 5 quoi. Je sais où j'en suis. Bon, je me mets pas 10 non plus parce que la vie est challengeante et que elle nous envoie parfois des vagues qui sont des fois difficiles à surfer. Et il faut accepter que notre confiance puisse subir des aléas, qu'elle puisse être un peu mouvante. Mais l'important, c'est qu'elle reste à un niveau acceptable. Ok, merci pour vos retours. Bon, je vois qu'on a tous une belle marge de progression. Donc, quel objectif on pourrait collectivement se fixer ce soir? Alors, bien sûr, chaque cas est unique, hein. Je le sais bien, mais je vous propose de généraliser un peu.
je vous propose de généraliser un peu. Et donc, voilà, de construire ça en plusieurs parties. C'est un petit peu ce que je montrais là. Donc, comment avoir plus confiance en soi? On va d'abord regarder, dans une première partie, comment on va cesser de se dévaloriser. Okay? Ensuite, on regardera comment ne plus avoir peur du jugement des autres. Après, on regardera comment sortir de sa zone de confort et prendre confiance en soi. Ensuite, on parlera de l'importance de bien s'entourer. Et à la fin, on fera une session questions-réponses. Ok, ça vous va? Je vois dans le chat que ça vous parle. On y va. Maintenant qu'on se connaît, que je sais comment vous allez, qu'on s'est fixé des objectifs clairs, on va lancer la session. Allez, c'est parti. D'abord, comment cesser de se dévaloriser? Donc cette partie, c'est un peu le point de départ du fait qu'on manque de confiance en nous. C'est qu'on adore ça, se dévaloriser. On adore appuyer là où ça fait mal parce qu'on se connaît quand même un minimum et on sait comment se juger le plus durement possible. C'est pas vrai? Dites-moi dans le chat, oui. Je vais vous proposer un extrait d'une leçon de Christophe André qui donne des outils pour comprendre pourquoi on se dévalorise et comment on a tendance à généraliser et même souvent, des fois, à surgénéraliser. C'est-à-dire partir d'un problème, une difficulté et en faire presque une norme dans notre vie, en fait. Ok? Donc, je vous passe le petit passage de Christophe André et on en reparle juste après. Bon. Ah, ça y est. Alors, on a développé en psychologie un outil pour comprendre ce type d'émotion de dévalorisation, c'est la théorie des attributions. La dévalorisation de soi ne vient pas seulement de ce qui nous arrive, mais aussi de la manière dont on interprète ce qui nous arrive, un petit peu comme dans l'anxiété ou dans la tristesse. Par exemple, après un échec, on peut attribuer, d'où le terme théorie des attributions, on peut attribuer cet échec à des causes soit internes, se dire cet échec vient de moi, ou externes, cet échec vient des autres, ou de l'extérieur, ou de la malchance. On peut attribuer à cet échec des caractéristiques de stabilité. J'ai échoué et j'échouerai encore et ça recommencera, donc mon échec sera stable à l'avenir, ou d'instabilité. Bon, j'ai échoué cette fois-ci, mais voilà, c'était juste cette fois-ci. Et enfin, on peut attribuer à cet échec un jugement global. Non seulement j'ai échoué dans cette situation, mais c'est toute ma vie, toute ma personne qui sont foireuses. Ou porter sur cet échec un jugement spécifique. J'ai échoué là, mais globalement, ça va. Prenons un exemple. Quelqu'un qui vient de vivre un chagrin d'amour, un échec sentimental, peut attribuer à cet échec des caractéristiques internes ou externes. Internes, c'est de ma faute, ça vient de moi, je porte la responsabilité. Externe, c'était un peu partagé. Il n'y a pas que moi, il y a aussi la personne avec qui je vivais qui n'était pas forcément faite pour cette vie de couple, en tout cas cette vie à nous deux. Je peux attribuer à cet échec des caractéristiques de stabilité, donc me dire ouais j'ai échoué dans ce couple, mais de toute façon je suis pas fait pour le couple, ça marchera jamais, ou des caractéristiques d'instabilité. Bon, ça n'a pas marché ce coup-ci, mais c'est normal, hein. On ne peut pas trouver tout de suite la meilleure personne pour vivre avec elle. Et enfin, je peux attribuer à cet échec des caractéristiques globales. J'ai échoué dans ma vie de couple, mais finalement, j'échoue dans tout. Il n'y a rien qui marche dans ma vie, ou des caractéristiques spécifiques. Bon, voilà, le reste, mes copains, mon travail, ça va pas trop mal. Ok. Alors, qu'est-ce que vous en pensez dans le chat? Dites-moi un peu. Bon. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? Alors, ce qu'on peut retenir, c'est qu'on a tous et toutes une énorme tendance, une énorme capacité, quand il nous arrive une difficulté, à se dire « c'est de ma faute, je suis pas bon ». On va pas se contenter de juste se dire « je suis pas bon dans ce domaine », ce serait trop facile. Non. On est hyper bon pour en faire une boule de neige. C'est-à-dire que bien souvent, on part d'un seul problème
qui dysfonctionne et on le transforme en plein de problèmes. Donc, ça fait une énorme boule de neige. Je vais vous donner un exemple. J'avais un coaché qui avait un nouveau boulot qui lui plaisait, mais il n'arrêtait pas de se répéter « Non, mais de toute façon, ça s'est mal fini dans mon dernier boulot, ça va recommencer, cause du problème stable. » Comme si à chaque fois qu'il allait avoir un boulot, ça allait mal se passer. Okay, il se disait aussi « C'est pas normal, moi je suis quelqu'un qui n'a pas confiance, de toute façon c'est pour ça que je suis célibataire aussi. » Et ça devenait un problème qui était global et pas spécifique. C'est exactement ce que disait Christophe André. Il assimilait ce problème un peu à toutes les sphères de sa vie en fait. Qu'est-ce qu'on a fait ensemble? Moi je lui ai posé beaucoup de questions assez précises. Par exemple, qu'est-ce que tu as entrepris pour obtenir ce boulot? Ah, bah, j'ai cherché, j'ai sollicité des personnes que je connaissais, qui faisaient la même chose. Ok, donc tu as fait des efforts, tu as mis en place des choses pour atteindre ton objectif. Ah oui, c'est vrai. Une autre question que je lui ai posée. Est-ce que tu peux me raconter une anecdote où tu as été fier de toi au niveau professionnel? Tu as fait quelque chose qui s'est bien passé? Ah oui, c'est vrai, quand j'étais coach de foot, j'ai organisé un tournoi et c'était hyper carré, tout le monde m'a félicité de l'organisation. Ok. Vous voyez, en répondant à quelques questions, en fait, il est allé chercher dans son vécu. C'est pas le mien. Moi, je suis juste le réceptacle de ce qu'il me dit. On est d'accord. Mais ça lui a permis de prendre conscience de ce qu'il a fait, de se rendre compte que c'était pas lié au hasard, en fait. C'est important parce qu'il avait tendance à tout justement attribuer au hasard, à dire que tout ce qui lui arrivait, c'était un coup de bol et que c'était pas du tout lié à ses efforts, à ce qu'il mettait en place. Mais le fait de voir qu'il a mis en place des actions, déjà de se rendre compte qu'on agit, ça fait du bien pour la confiance en soi. Deuxième chose, il est revenu sur des choses positives qu'il avait oubliées. Quand on n'est pas bien, quand on n'est pas dans une bonne période, on a tendance à oublier ce qu'on est capable de faire en fait. Et là, ça lui a permis d'aller chercher et réactiver en fait des ressources qu'il avait en lui. Il les avait en lui, ses ressources, ses capacités. Par exemple, voilà, je suis capable d'organiser un événement. Ok, vous avez compris le mécanisme. Maintenant, comment on fait pour sortir de ça? Alors, par rapport à l'interprétation d'une situation, l'objectif, donc, c'est d'abord de prendre conscience de certains comportements, attitudes, regards que vous posez sur les choses et qui, en fait, sont pas la vérité. Ok? C'est votre perception. Le but, c'est de poser un nouveau regard plus positif, de choisir l'interprétation qui va vous faire du bien à vous et à votre confiance. Ensuite, par rapport à l'effet boule de neige, là, on fait d'un problème plein de problèmes. Vous pouvez faire 3 choses. Donc déjà, ce que je vous conseillerais, c'est identifier quel sujet précisément vous pose problème et vous dire, ok, ça c'est un sujet parmi d'autres. Ça ne veut pas dire que tout va mal et que mon manque de confiance est partout. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, prendre de la hauteur sur la situation. Donc déjà, on respire, on prend du recul, on prend de la hauteur et on se dit que dans le moment présent, en fait, il n'y a pas de problème. Ok ? Tout ce qui appartient au passé, les casseroles, les traumatismes, on les laisse là où ils sont. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas bosser dessus, on peut pas travailler dessus avec un coach, un thérapeute. Au contraire. Mais là, pour l'instant, c'est derrière nous, ça appartient au passé. Et les inquiétudes liées à l'avenir, on les laisse dans l'avenir. Elles sont pas là pour l'instant. Là, on se concentre sur le présent. Et dans le présent, vous êtes ici avec moi et tout va bien. On respire et tout va bien. Donc déjà, ça fait du bien. Ok. Une troisième chose que je peux vous conseiller, c'est vous concentrer sur toutes les choses qui vont bien. Je vous donne un exemple dans le film Intouchable. Tout le monde a à peu près vu ce film. Il y a François Cluzet, à un moment, il est tétraplégique suite à un accident. Et à un moment, il dit que pour ressentir du plaisir, il adore qu'on lui masse les lobes des oreilles. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette scène. C'est une zone érogène pour lui. Il a des sensations. Alors bien sûr, son quotidien, il n'est pas simple, hein, on est d'accord, mais il peut se concentrer sur ce qui fonctionne, ce qui va bien chez lui. Donc, à vous de vous concentrer de placer votre attention vraiment sur ce qui va bien chez vous, ce qui fonctionne, en fait. Voilà, de vous concentrer sur ces choses-là. Ok. Maintenant, on va voir comment ne plus avoir peur du regard des autres. Je vais passer, hop, la slide. Donc ça, effectivement, c'était pour Christophe André, comment cesser de se dévaloriser. Et maintenant, à partir d'aussi une vidéo de David Laroche qu'on va regarder juste après,
on va réfléchir à comment ne plus avoir peur du jugement, du regard des autres. Okay, alors, la peur du jugement, cette peur-là, c'est un sujet qui revient hyper souvent dans les coachings en général. J'en discutais l'autre jour avec une des coachs de Mentor Show, hyper sympa aussi, Caroline. Pourquoi? Parce que c'est une peur ancestrale. Je vous expliquer un petit peu comment ça marche. C'est quelque chose qui est ancré dans le cerveau depuis des millions d'années. En fait, il y a eu des études qui ont démontré qu'à l'époque de Lucie, donc à l'époque des Australopithèques, il y a très 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 longtemps, il y avait plus de chances de survivre si on vivait en tribu. Donc, il était nécessaire de se faire accepter par le groupe, sinon c'était une menace pour notre propre vie. Okay, aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est pas une question de vie ou de mort d'être accepté par ses pairs. Néanmoins, il y a des réflexes qui subsistent. Il y a une partie de notre cerveau qui est programmée ainsi. Au niveau des neurosciences, ce phénomène, il a été étudié, notamment à travers d'expériences où il y a des participants qui ont été soumis en fait à des tâches qui impliquent le regard des autres. Ils savaient qu'ils allaient être notés, jugés. Et grâce en fait à des IRM du cerveau, pendant que les participants effectuaient ces tâches, les résultats constataient qu'il y avait une partie du cerveau qui s'appelle l'amygdale qui augmentait son activité. Donc ça vient pas de nulle part en fait, cette peur du regard des autres. C'est pas voilà, c'est ancestral, ça vient d'il y a très très longtemps et en plus on l'a prouvé au niveau des neurosciences. Ok, déjà on comprend mieux d'où ça vient. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de vous passer un extrait d'une vidéo de David Laroche où il évoque ce qu'il a vécu comme critique au début de sa carrière et comment il a fait pour accorder le moins d'importance possible à ses critiques. Ok, on en reparle juste après. Si tu donnes du pouvoir à ton environnement, l'environnement prend du pouvoir sur toi. On est encore une fois, One Man Show, j'en ai parlé plusieurs fois, on est à quelques semaines du One Man Show, je suis stressé, je fais mon premier stage à Paris de One Man Show. Je raconte mon projet, je veux faire un spectacle pour inspirer les gens à croire en leurs rêves. Il va s'appeler « J'ai failli foirer ma vie ». C'est un spectacle humoristique avec des messages inspirants. Quand j'en parle au prof, il se marre. Il trouve ça décalé par rapport à ce qu'il a l'habitude. Et j'entends des bruits de couloir dans notre petit groupe de 15 élèves, de gens qui se moquent un peu du projet parce que dans 2 semaines, j'ai ma première. Je le vis mal pendant 3-4 jours. Je suis pas bien, je suis pas à l'aise avec la situation. Je sors de la salle, le petit théâtre, et j'ai un des participants qui vient me voir et qui me dit « David, il faut que je te dise ». Je dis bah, « Quoi ?» Il dit « Moi, je vais te dire, ton projet, je le trouve ridicule, j'y crois pas. » Donc droit dans les yeux, la porte ouverte, les autres participants entendent. Et là, en fait, ce qui peut sembler être horrible, ça va être un magnifique cadeau. Je vais me redresser et je vais lui dire « Écoute, je vais te dire pourquoi je me lève le matin. » Et je vais lui raconter mon histoire, d'où je pars à mes 15 ans, ce que j'essaye de faire et pourquoi je fais le spectacle. Et en fait, je me rends pas compte, je suis en train de parler, je parle avec mes tripes, je vais avoir les larmes aux yeux, pas des larmes de tristesse. J'ai juste mes tripes qui parlent. Et je lui explique pourquoi je fais ce projet et que j'en ai absolument rien à faire, mais rien à faire, qu'il y croit. Le lendemain, je sais pas, les gens, ils sont différents avec moi. La semaine qui suit, on était 10 participants, sur les 3, il y en a 3 qui deviennent des clients. Sur ces 10 participants, il y a une personne qui aujourd'hui est dans mon école de coaching. Au moment où j'ai assumé qui j'étais, moi je vais vivre ma vie et j'ai pas besoin que tu la valides. Il s'est passé un phénomène incroyable qu'en fait ils ont tous changé d'avis. Ok, dites-moi un peu ce que vous en pensez dans le chat. Alors, ouais. Qu'est-ce qu'on peut retirer de ce que nous dit David Laroche? Effectivement, je l'ai vu là. Une phrase super forte. Si tu donnes du pouvoir à ton environnement, l'environnement prend du pouvoir sur toi. C'est quand même hyper puissant comme phrase. Donc, en fait, dans son histoire, David Laroche, on sait que c'est un adolescent. Qu'il a été, quand il était adolescent, il était mal dans sa peau, il avait des idées noires, et qu'au fond de lui, il a envie d'aider des gens. Il a envie de prendre un peu une revanche sur la vie. Donc, en fait, il se positionne, il assume. Au lieu de se dire, ah, mais s'il lui pense ça, peut-être que tout le monde pense que c'est nul, peut-être qu'il a raison, je devrais arrêter. Non. Il se dit, je sais pourquoi je fais ça, je sais que je suis pas seule à penser ça, je vais aller au bout. Il le dit, il parle avec ses tripes, en fait. Il se reconnecte en priorité à ses besoins, ses valeurs, ses rêves. C'est ça qui le guide pour avancer, pour mettre en place des actions. Ok ? Je vais vous mettre un deuxième extrait que j'aime bien, qui est chouette et qui fait un autre lien avec justement cette peur du regard des autres. Je vous laisse regarder tout de suite le deuxième extrait.
Tu ne peux pas avoir des gens qui critiquent ce que tu fais sans avoir d'autres gens qui soutiennent ce que tu fais. Les deux vont de pair. Tu ne peux pas avoir des gens qui valorisent ce que tu fais sans avoir des gens qui critiquent ce que tu fais. Tu vas avoir un de mes films préférés sur Allociné, tu vas taper Gladiateur et tu vas dans la section commentaires et tu vas filtrer sur 1 étoile. Et tu vas voir des gens qui disent « Gladiateur est la plus grosse bouse jamais créée au cinéma ». La personne qui dit ça, elle n'est pas méchante. Elle a son système de valeurs et elle doit certainement regarder le film avec un autre prisme. Moi, je comprends pas, sincèrement. Moi, c'est juste un chef-d'œuvre et je pourrais le regarder tous les jours jusqu'à la fin de ma vie. Mais on a deux visions différentes. Et encore une fois, c'est ce truc-là qui est vraiment important d'internaliser. C'est que quoi que je fasse, je vais être critiqué, mais c'est pas grave. Parce que quoi que je fasse, je vais aussi avoir des gens qui vont trouver ça top, qui vont aimer la démarche, qui vont apprécier ce que je fais. Et donc, bonne nouvelle, tu ne peux pas être critiqué sans avoir des gens qui te soutiennent. Et tu ne peux pas avoir des gens qui te soutiennent sans avoir d'autres gens qui te critiquent. Ok. Alors là, la chose qu'on peut retenir là, c'est en fait, on a chacun des visions et des systèmes de valeurs différents. Il prend l'exemple de Gladiateur. Lui, il adore ce film et d'autres le détestent. C'est comme ça. Ça me fait rire qu'il parle de ça. Par rapport à ça, moi, j'ai envie de dire, il a complètement raison, j'ai envie d'étendre et de compléter avec ce qu'il dit. Donc, en fait, c'est que, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on a chacun un parcours, un chemin qui nous est propre. Et par contre, on va pouvoir aller s'inspirer de personnes, soit des personnes de notre entourage, soit justement des personnes qui ont une petite notoriété, ou une grosse, comme David Laroche, et qui partagent leurs témoignages. Je vais vous donner un exemple personnel. Voilà, parmi mes loisirs, moi, pour que vous compreniez un petit peu mieux, parmi mes loisirs, moi, ce que j'aime faire, j'aime bien écrire. Bon, d'ailleurs, à ce propos, il y a des masterclass. Il y a vraiment des masterclass incroyables au sein de Mentor Show d'écrivains. Et moi, j'ai suivi celle d'Aurélie Valogne. Honnêtement, je vous la conseille. C'est vraiment une mine d'or. C'est d'une qualité, d'une précision hallucinante. Voilà, vraiment, je vous la conseille. Je ferme la parenthèse. Il y a pas longtemps, je prends mon courage à deux mains. Je me dis, allez, je m'inscris à un atelier d'écriture, ça va me faire du bien. J'arrive à l'atelier, les gens se présentent. Ils avaient tous déjà écrit, publié des livres, et s'échanger des conseils de lecture, des chefs-d'œuvre de la littérature que j'avais pas du tout lu. Moi, plutôt débutante, pas du tout à l'aise, je me dis, ok, qu'est-ce que je fais là? Ils ont tous une culture littéraire hyper développée. Moi, je suis pas une grande lectrice, je mets 3 plombs pour finir un bouquin. Je me dis, mince, tu commences maintenant, tout le monde dans cet atelier, ça fait déjà 15 ans qu'ils s'écrivent. Bon, là, ma confiance en moi, je vous avoue qu'elle était pas au top du tout, quoi. J'étais pas très bien. Puis là, j'ai un flash, en fait. Je me rappelle que quelques temps auparavant, j'ai écouté un podcast, une émission avec Charles Pépin, où il avait invité le chanteur Hervé. Je sais pas si vous connaissez, moi j'adore. Et là, Hervé, il dit qu'il lit presque pas de livres, en fait, qu'il dit qu'il a pas le temps, qu'il lit pas. Et là, je me souviens que quand j'avais écouté ce podcast, je m'étais dit, mais c'est dingue, en fait, on peut super bien écrire et pas être forcément académicien. On n'est pas obligé d'avoir une super culture littéraire. Ça m'avait interpellée. Et puis, je fais aussi lien avec la masterclass d'Aurélie Valogne, où elle raconte qu'elle a commencé assez tard, en fait, à écrire vers la trentaine. Ok, moi, j'ai un peu plus. Mais bon, ça fait quand même écho en moi. Donc, je reviens dans mon atelier d'écriture avec mon flash là et je me dis, mais en fait, chacun son parcours, quoi. Tout de suite, je redescends en pression. Je me dis, ok, si Hervé, il lit pas beaucoup de bouquins, Aurélie Valogne, elle a commencé à la trentaine, ils l'ont fait. En fait, ça fait écho avec ce que je ressens avec mon parcours. Ça me parle. Pourquoi est-ce que moi, je pourrais pas déjà écrire un texte un peu sympa, en fait? Donc, petit à petit, je me remets en confiance, j'oublie un peu le regard des autres participants, je me concentre sur mon écriture, je commence à écrire quelques lignes. Bon, je suis plutôt contente, c'est pas le dernier Goncourt, mais en tout cas, je prends du plaisir. Ça me fait du bien et ça fait remonter ma confiance. Voilà, bon, c'était pour vous expliquer, pour vous illustrer un petit peu et partager ça avec vous. Ce qu'on peut retenir, donc je vais vous partager le diapo. Donc, on a tous des valeurs différentes. C'est pour ça qu'on n'est pas d'accord. Ah oui, pardon. Je clique dessus. J'espère que vous le voyez. Donc, on a tous des valeurs différentes. C'est pour ça qu'on n'est pas d'accord et qu'on se fera toujours critiquer. Mais c'est comme ça et c'est tant mieux. Si on avait tous les mêmes valeurs, on s'ennuierait.
Donc, il faut se dire aussi que c'est une chance, cette pluralité d'avis, de personnalité dans une société. Il n'y a pas forcément de moins bien ou de mieux, en fait. On a juste des visions différentes. Ça, faut le savoir. Deuxième chose, c'est qu'on peut toujours trouver, en fait, on peut s'inspirer des autres. On peut toujours trouver un exemple d'une personne qui nous inspire et en qui on se reconnaît et on se dit « Ah, ça me parle. Moi aussi, je fonctionne comme ça. » Même si la situation, elle va pas être exactement la même. Mais en fait, voilà, c'est pour ça que c'est important, en fait, d'écouter des témoignages. C'est en ça que Mentor Show, c'est génial parce qu'on a des témoignages de personnes qui ont réussi à faire des grandes choses, mais on se rend compte qu'en fait, ils sont humains comme vous et moi. Et en fait, on voit qu'ils ont des galères, etc. Et en fait, on se reconnaît en elles. Et on sort de là avec des boosts de motivation, quoi. Une troisième chose que je voudrais vous partager, c'est, en fait, quand on fait des choses qui nous animent et qui sont importantes pour nous, on a beaucoup plus de chances d'être aligné avec qui on est, quoi. Et ensuite, de se positionner, d'assumer ce qu'on fait vis-à-vis des autres. Là, on envoie un message fort. On a aussi plus de chances de rallier les gens à notre cause. Donc, peut-être que vous allez me dire, oui, mais Coralie, moi, je sais pas ce qui m'anime, je sais pas quelles sont mes valeurs, je sais pas, moi, mes rêves, je pense pas à tout ça. Bah, effectivement, on a des vies, on n'arrête pas, on fait des courses, on fait le ménage, on va bosser. Et en fait, prendre du temps pour soi, pour se poser des vraies questions qui peuvent nous faire avancer, nous faire progresser, nous rapprocher de nos ambitions, voilà, des grandes décisions, changer de voie professionnelle, etc. C'est difficile, en fait, de se poser tout seul et de consacrer du temps et de la qualité à cette démarche. C'est en ça que le coaching, ça peut être précieux. C'est vraiment une bulle pour soi, pour déposer et bâtir les fondations de son futur, en fait. Et quand je parle de rêve, je parle pas forcément de trucs de fou, hein. C'est pas monter sur scène, être quelqu'un de connu, hein. J'ai un exemple qui me vient. J'ai une cliente qui est venue me voir, un peu le moral dans les chaussettes, après un licenciement. Elle m'a dit « Coralie, j'ai plus confiance, je sais plus ce que je vaux. Vraiment, je trouve que je suis nulle. Je sais pas ce que je vais faire de ma vie. Bon, ok. Qu'est-ce que tu sais faire ?» Isabelle s'appelle. Tu vas chercher les témoignages de personnes avec qui tu as travaillé pour voir ce qu'elles disent de toi, ok ? Bon, donc elle a appelé des anciens collègues, etc. Ah ouais, c'est vrai. Ah bah ouais, c'est vrai, je sais faire ça, je suis hyper appréciée. Ouais, tiens, j'avais oublié que je savais faire ça. Bon, très bien. Maintenant, c'est quoi ton rêve, Isabelle ? Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais ? Et là, alors à chaque fois que je pose cette question, en fait, on se rend compte que la plupart du temps, c'est pas des choses inaccessibles du tout. C'est souvent quelques actions à mettre en place qui sont pas folles, qui sont pas dingues, mais qui permettraient à la personne d'être plus en confiance, en fait, plus heureuse. Alors, elle me répond, moi, ce que j'aimerais, c'est prendre du temps pour moi et voyager. Très bien. Comment on va mettre ça en place dans ton quotidien ? Comment tu pourrais mettre ça en place ? Moi, j'aimerais bien prendre un bain une fois par semaine, me prendre un massage une fois par mois et faire un voyage une fois par an. Ok, parfait. À la fin du coaching, elle avait retrouvé un boulot, elle avait un plan d'action clair avec ce qui était important pour elle. Sa confiance est repartie de plus belle, de manière durable, parce qu'en plus, elle avait mis en place, elle sait en fait ce qui est bon pour elle. Donc, elle sait ce qu'elle doit faire, elle sait ce à quoi elle doit faire attention. Comment être à l'écoute de ses besoins pour garder la confiance de manière durable. Voilà, donc ça, c'était un petit exemple. J'espère que ça vous parle. Maintenant, je voudrais embrayer sur comment on peut sortir de sa zone de confort. Donc, sortir de sa zone de confort et donc prendre confiance en soi. Là, on va passer sur Boris Cyrulnik. Donc, mais je vais vous expliquer un petit peu avant de passer l'extrait de Boris Cyrulnik. Je vais vous expliquer un petit peu, en fait, ce que c'est que la zone de confort, en quoi ça peut être intéressant d'en sortir et quel est le lien avec la confiance en soi. Ok ? Alors, en fait, la zone de confort, c'est un état psychologique, c'est un état où vous vous sentez à l'aise. Ça comprend un ensemble d'activités, d'habitudes, de comportements qui vous sont familiers. Il faut savoir que c'est ce que vous connaissez. Donc, attention, parce qu'on parle de zone de confort, mais en réalité, il peut y avoir des choses désagréables dans cette zone. Confort, ça ne veut pas dire que tout est cool et qu'on est bien. D'ailleurs, pour ça, on va le voir juste après, que ça peut être intéressant d'en sortir. Par exemple, se trouver tous les jours dans les bouchons. C'est être dans sa zone de confort, parce que c'est ce que vous connaissez.
Votre patron qui vous passe un savon, pareil. Passer du bon temps, mais aussi se disputer avec votre partenaire. C'est confortable. Vous savez ce que c'est. Combien de fois on entend oui, mon boulot, c'est pas terrible, avec ma copine, ça se passe pas bien. Mais bon, moi, je suis tranquille, je sais ce que je perds, mais je sais pas ce que je gagne. Et puis, de toute façon, j'aurais trop la flemme de tout recommencer, de tout repartir à zéro, avec tout ce qu'on a construit. Et puis, l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs. Ces expressions, elles sont hyper typiques des personnes qui ont peur de sortir de leur zone de confort et qui préfèrent y rester par crainte. Peur de l'inconnu, peur du regard des autres, de l'échec. Alors, ok. Attention, je suis pas là pour vous dire... Quittez tout, vous verrez, c'est génial ce qui vous attend, vous allez trouver un nouvel amour, la prospérité, voilà. Non, c'est pas ça le propos. Le sujet, c'est de se dire avant tout, je vais m'interroger sur mes besoins. C'est quoi mes besoins? Ok, je sens qu'en ce moment, j'ai besoin de nouveauté, j'ai besoin de joie. Comment je peux aller chercher cette nouveauté? Comment je peux aller chercher cette joie? Ça se trouve, vous allez la trouver en démarrant une nouvelle activité, de loisirs, un nouveau sport. Et là, vous allez vous sentir un peu plus épanoui, vous aurez des nouvelles choses à raconter, vous vous sentirez plus intéressant auprès de vos collègues, auprès de votre chérie. Ça fera du bien à votre relation de couple. Votre boss peut-être vous sentira un peu plus en confiance, un peu plus lumineux et il vous confiera une nouvelle mission. Vous voyez comment ça peut, en fait, c'est un peu le positif attire le positif, quoi. Donc, on prend conscience de ses besoins, on y va, et puis petit à petit, on gagne en confiance, et ça peut impacter plein de domaines. Mais si au fond de vous, vous ressentez que vous n'êtes plus en phase avec certaines choses, que vous avez besoin de changer quelque chose de plus profond, votre métier, là où vous vivez, votre environnement, peut-être votre couple, peut-être vous faire de nouveaux amis, quelque chose d'assez de plus fort, quoi, on va dire. Alors là, vous allez, petit à petit, vous allez pouvoir intégrer une nouvelle, si vous êtes motivé pour sortir de votre zone de confort, vous allez pouvoir intégrer une nouvelle zone qu'on appelle la zone d'apprentissage. C'est celle où on va apprendre, expérimenter, tester, découvrir. Quand on intègre cette zone, on élargit en fait notre vision du monde. En réalité, on élargit notre zone de confort en y mettant des éléments qui nous conviennent. Et là, si tout va bien, donc on sort de la zone de confort, on va vers la zone d'apprentissage. Et ensuite, on arrive dans ce qu'on appelle une zone de croissance, de grandeur, même de bonheur. Il y a des gens qui appellent ça comme ça. Où là, on est sûr d'être au bon endroit. Au moins pendant un temps. Parce que forcément, ça reste. Au bout d'un moment, dans cette zone, vous allez être bien. Mais peut-être qu'à un moment, vous allez vous ennuyer, vous allez repartir dans la zone de confort et vous allez repartir dans une nouvelle zone d'apprentissage. Vous voyez comment ça marche. C'est jamais fini. La vie est un perpétuel recommencement, n'est-ce pas? Donc, je vous donne un exemple. Un exemple personnel aussi. Avant que je me lance dans le coaching à mon compte, moi, j'ai toujours été dans l'accompagnement, mais j'étais fonctionnaire. Enfin, j'étais dans la fonction publique. Je suis sortie de la fonction publique au départ, mais j'étais paniquée. Je me suis dit, oulala, la fonction publique, c'est carré, hein, vous savez. Je sais pas s'il y a des fonctionnaires, s'il y a des gens qui ont été dans la fonction publique parmi vous, mais bon, je voyais pas du tout ce que j'allais faire d'autre. Honnêtement, fin de CDD, au bout de 7 ans, je voyais pas. Ensuite, j'ai découvert le secteur associatif et là, je me suis dit, ah ouais, en fait, y a ça que je sais faire, ça aussi, mes compétences, en fait, elles sont transposables. Ça m'ouvre un champ des possibles. Et après, j'ai décidé de me mettre à mon compte. Il y a 5 ans, j'ai découvert donc le coaching, tout un nouvel écosystème, en fait, où chaque jour, j'apprends. Chaque jour, j'élargis un peu ma zone de confort parce que je sais faire de plus en plus de choses. Et là, je me dis, en fait, c'est incroyable parce que si j'étais restée dans la fonction publique, je me serais jamais rendu compte de toutes les possibilités qui se présentaient à moi, de tout ce que je sais faire en vrai, en fait. Vous voyez, je serais jamais là si j'étais restée dans la fonction publique. Ok. Donc, vous avez compris ce que c'est que la zone de confort et pourquoi c'est intéressant de s'aventurer au-delà si vous en ressentez le besoin. Maintenant, je vais faire un petit lien entre la zone de confort et la confiance en soi. En fait, c'est à double sens. C'est-à-dire que premièrement, quand on sort de sa zone de confort, on est confronté à de nouveaux défis. Donc, si les défis sont accessibles, c'est-à-dire qu'on ne se fixe pas demain de faire l'ascension de l'Everest alors qu'on n'a jamais fait une rando de 10 km, vous voyez, il faut y aller par palier. On est d'accord, la théorie des petits pas, étape par étape. On les surmonte et on peut renforcer sa confiance en soi. En sortant de sa zone de confort, on est amené à tester ses limites, à apprendre de nouvelles compétences et donc à découvrir ses capacités cachées.
Forcément, tout ça, ça renforce la confiance. On se sent fier d'avoir accompli de nouvelles choses, ok? La deuxième chose, en fait, c'est quand on travaille en amont sur sa confiance en soi, par exemple sur le fait d'arrêter de se dévaloriser, sur le fait d'arrêter d'avoir peur du regard des autres, en tout cas d'y prêter de l'importance, on va renforcer sa confiance, ok? Et quand notre confiance en nous, elle s'est améliorée, là, on se sent plus capable de faire des choses, en fait. On se sent plus solide. On est dans de meilleures dispositions et pour avoir une vision claire, en fait, une vision limpide, en fait, de ce qu'on veut vraiment faire. On peut se fixer des objectifs et donc entreprendre des actions et sortir de cette zone de confort. Ça va pour vous? Ok. Ce que je vous propose, c'est de voir un extrait maintenant de Boris Cyrulnik qui parle pas tout à fait de la zone de confort, mais il parle de comment renforcer sa confiance. Et on va voir ensuite quel lien on peut faire. Je vous proposerai après des pistes pour sortir de votre zone de confort. C'est parti pour l'extrait de Boris Cyrulnik. Alors, cette aptitude à l'empathie, généralement, s'améliore avec l'âge. Donc, les jeunes qui ont facilement honte d'eux-mêmes, du simple fait de vieillir, l'existence, l'expérience, petit à petit, ils vont prendre confiance en eux et avec l'âge, ils vont apprendre à s'exprimer. Mais c'est pas la peine d'attendre 60 ou 80 ans pour faire cette performance. On peut très bien s'entraîner à faire cette performance dès l'instant où on en souffre, c'est-à-dire dès l'instant où on en prend conscience. L'adolescence, 20 ans, 30 ans, c'est le moment où il faut apprendre à s'exprimer, penser à soi. Et pour penser à soi, pour raconter des histoires valorisantes, il faut chercher le domaine où on peut exprimer sa valeur. Chacun a son domaine. Ça peut être le sport, ça peut être la musique, ça peut être la gestion dans une association, ça peut être faire les corvées de papier dans une association, ça peut être la cuisine. Beaucoup de gens, les hommes s'y mettent, beaucoup de gens prennent leur place dans une association en fabriquant des gâteaux. Et petit à petit, le fait de fabriquer un plat ou de fabriquer un gâteau permet de parler à l'occasion du gâteau. Je l'ai fait parce que j'ai vu que la dernière réunion était un peu difficile, donc on va partager le gâteau. Et petit à petit, avec des bêtises comme ça, des bêtises quotidiennes comme ça, on finit par s'exprimer et prendre sa place dans la relation de l'association. Le seul moyen, c'est l'entraînement quotidien avec des petites victoires. Le gâteau, le sport, le papier, la parole. Ces petites victoires finissent par faire comme les sportifs, finissent par faire un entraînement où petit à petit, beaucoup plus rapidement que ce qu'on croit, on finit par apprendre à s'exprimer. Ok, je pense que c'est bon. Alors, qu'est-ce que vous en pensez dans le chat? Dites-moi un peu. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cet extrait? Alors, ce qu'il nous dit, c'est qu'il nous dit déjà, quand on vieillit, de façon assez naturelle, on a tendance à avoir de plus en plus confiance en nous. Mais c'est pas la peine d'attendre 80 ans pour avoir confiance. Ce serait dommage. Hein. J'espère qu'il y en a parmi vous qui ont moins de 80 ans. Donc, c'est une première chose. Ensuite, il dit que à partir du moment où on prend conscience qu'on a besoin de travailler cette confiance, il faut s'entraîner. Et s'entraîner, ça veut dire se raconter des histoires valorisantes en trouvant le domaine où vous exprimerez votre valeur. Le sport, la cuisine, l'administratif, il parle de gestion de papier. Alors, il s'agit de petites victoires, comme les sportifs en fait. Ça vous entraîne sur le chemin vers votre objectif et donc vers une confiance en soi renforcée. Ok ? Donc, on a compris ce que Boris Cyrulnik proposait comme clé pour renforcer la confiance en s'entraînant à réaliser des petites victoires. Maintenant, pour compléter, en fait, ce qu'il nous a dit, moi, je voudrais aller un peu plus loin et vous proposer 3 autres pistes pour sortir de votre zone de confort et atteindre ce dont on parlait tout à l'heure, votre zone de croissance, de grandeur. Ok ? Alors, je vous passe le diapo. Hop. Alors, la première chose que je peux vous conseiller, c'est mettez du fun dans vos actions. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est considérer tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez faire. Vous considérez que ça fait partie d'un challenge, en fait, d'un jeu.
Vous pouvez créer votre jeu vous-même en notant par exemple une liste de défis que vous vous donnez. Vous pouvez déterminer un niveau de difficulté pour chaque défi. Prévoyez des récompenses. Mais gardez en tête que l'échec, il n'y a pas d'échec en fait. Ça n'existe pas l'échec, c'est relatif ça. C'est en fait, pensez surtout qu'il n'y a que des apprentissages. Mais amusez-vous, j'ai envie de dire, amusez-vous. Souvent, on a des problèmes en fait à surmonter. On se dit, ah, je dois faire ça. Mais comment en fait on peut se dire, mais ouais, mais en fait, pourquoi est-ce que je rendrais pas ça un petit peu plus rigolo, quoi, un peu plus amusant, ok? Deuxième conseil, le mieux est l'ennemi du bien. Donc là, j'ai envie de vous dire, stop au perfectionnisme et donc à l'immobilisme. Quand on est trop perfectionniste, on bouge pas. Si vous mettez en place des choses, ce sera forcément imparfait, mais au moins ce sera fait. Mieux vaut fait que parfait. D'ailleurs, ça me fait penser une masterclass de Mentor Show avec Fabien Olicard qui est super sur la gestion du temps, où il dit 1 est mieux que 0. C'est-à-dire que tout ce que vous allez faire, en fait, donc 1, même si vous ne faites pas grand-chose, bah, c'est toujours mieux que 0. C'est toujours mieux que ne rien faire du tout. Okay, donc, le mieux est l'ennemi du bien. Ensuite, dernier conseil, créez-vous un club de supporters. En fait, ça veut dire quoi un club de supporters? C'est un groupe de soutien. Si vous ne trouvez pas de soutien dans vos proches, dans vos amis que vous avez depuis toujours, pourquoi ne pas aller vers de nouvelles personnes qui vous correspondront? Pourquoi pas aller chercher en fait ailleurs? C'est-à-dire que vous voulez faire de la peinture, ok, inscrivez-vous dans un cours de peinture, vous rencontrerez des gens qui partagent votre passion, ça va vous pousser à vous dépasser. Vous voulez entreprendre, mais autour de vous, il n'y a pas d'entrepreneurs dans votre famille, on vous décourage. Rencontrez des entrepreneurs, adhérez à des réseaux de personnes qui entreprennent. Là, vous allez rencontrer des gens qui vous inspireront, qui vous comprendront et qui pourront vous soutenir. Ok? Donc là, on est dans l'idée du club de supporters. J'aime bien cette expression. Et surtout, entourez-vous de personnes positives. C'est important. Quand on ne se trouve pas le soutien autour de soi, eh ben, cessons quelque part d'en vouloir à nos proches. Ils font ce qu'ils peuvent avec leur schéma de pensée. Donc, allons chercher le soutien ailleurs. Ok? Alors, comment le coaching? Pourquoi je vous dis tout ça en fait? Pourquoi je vous dis tout ça? Là, aujourd'hui, je vous ai donné des clés pour augmenter votre confiance en vous. Oui. Donc, ça fait déjà un petit moment que je suis avec vous. La théorie, c'est bien, mais il se passera rien. Au final, vous êtes d'accord avec moi si vous passez pas à l'action. Comment on fait pour passer à l'action? Bien sûr, on peut y arriver seul, mais c'est tellement plus rapide et simple d'être accompagné. Donc, ne restez pas seul. C'est vraiment le conseil principal que j'aimerais que vous reteniez de ce webinaire, en fait. Donc, trouvez quelqu'un qui peut vous aider. Donc, ça peut être un ami, de la famille, mais c'est vrai qu'un professionnel de l'accompagnement, un coach, un thérapeute, ce serait une personne qui sera encore mieux vous écouter, qui sera capable de vous écouter et vous poser les bonnes questions au bon moment pour vous permettre de passer à l'action, de lever certains blocages. Alors, honnêtement, il existe pléthore d'offres d'accompagnement, mais c'est vrai que c'est pas simple de s'y retrouver. On a un peu de tout dans le développement personnel. Donc, c'est pas forcément évident. Pour ça que Mentor Show, en fait, ça a développé une offre qui s'appelle Mentor Coaching. On a sélectionné des coachs qualifiés, expérimentés, qui en plus partagent les valeurs d'empathie et de respect de Mentor Show. Donc, l'idée, c'est pas forcément de rentrer dans les détails de cette offre, mais en gros, vous dire que avec Mentor Coaching, ça vous permet d'accéder à 3 choses. À des coachings individuels, avec des coachs certifiés, qualifiés, à des coachings collectifs, donc en visio régulièrement, sur des thématiques, mais aussi, et ça c'est assez incroyable franchement, avec des lives, enfin ça vous permet d'accéder à des lives avec des mentors hyper reconnus comme Boris Cyrulnik, Christophe André, Natacha Calestrémé. Vous serez seulement quelques dizaines de privilégiés en direct avec ces mentors. C'est vraiment une énorme chance, quoi. Quand on voit la qualité des lives des mentors de Mentor Show, se dire qu'en fait, on peut être des dizaines de privilégiés qui vont pouvoir interagir directement avec ces mentors. Bah, c'est génial, quoi. Franchement, moi, je trouve ça super. Donc, si ça vous intéresse, vous allez voir apparaître sur votre écran, normalement, la possibilité de réserver un rendez-vous avec un membre de notre équipe. Alors, franchement, tout le monde est hyper sympa. C'est des gens qui seront à votre écoute, sont là pour répondre à vos questions et vous en dire plus sur l'offre. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous.
Donc voilà, ce que je disais, soyez entourés. Là, on a donc ce qui fait partie de l'offre de mentor coaching, donc coaching individuel, je disais coaching collectif et live mentor. Ok. Donc avant de passer aux questions-réponses, je voulais juste vous partager certains témoignages de la communauté des membres actifs de mentor coaching. Ils sont plus de 200. Donc ça va vous permettre de vous rendre compte un peu de la plus-value. Donc là, c'est sur les mentors. Hop, non, j'ai pas les témoignages. Je ne les vois pas. Alors, juste moi, je les vois ici. En tout cas, c'est qu'il y a Cyril qui dit oui, ça a été un appui précieux, des conseils avisés pour ma situation. Déborah, donc qui fait partie aussi de la communauté des membres actifs de Mentor Coaching, qui dit j'apprécie beaucoup la théorie très visuelle et surtout les exercices qui aident à mettre en pratique dans notre quotidien. Et là aussi, la liberté d'avancer à son rythme. La personnalisation avec les coachs en individuel et pouvoir échanger en petits groupes. Merci infiniment. Voilà, je vous ai partagé 2 témoignages. Donc, j'insiste, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Donc, le conseil, c'est faites-vous accompagner. Et n'hésitez pas à réserver un rendez-vous avec un des membres de notre équipe. Ok, maintenant, place à vos questions. On va répondre à vos questions que vous avez posées dans le chat. Alors, il y a Caroline qui dit ça vient peut-être aussi des traumas de l'enfance. Non, je pense que c'était par rapport au manque de confiance. Donc, effectivement, oui, bien sûr. Et donc, il y a beaucoup de masterclass qui parlent de ça, notamment Boris Cyrulnik sur la résilience. Évidemment que quand on a des difficultés, des traumatismes pendant l'enfance, en tout cas, il faut travailler dessus. Mais ça veut pas dire que si on a vécu quelque chose de difficile, on peut pas travailler dessus en tout cas, dépasser ça et travailler sur la confiance en soi, en fait, à un instant T dans votre vie d'adulte maintenant, sans que vos traumatismes en fait réapparaissent en fait. L'idée là en coaching par exemple, si on va travailler sur la confiance en soi, ça va être vraiment de se dire tout ce dont on a parlé, donc aller trouver tout ce qui est positif, tout ce que vous savez faire, vous voyez. Donc effectivement, bien sûr que quand on a vécu des choses difficiles dans l'enfance, c'est bien de travailler dessus avec un thérapeute, avec des gens compétents, mais la confiance en soi, ça peut se travailler avec le coaching et en allant chercher d'autres domaines, en fait. Vous voyez, moi, j'ai coaché des personnes qui avaient vu des psys pendant longtemps, qui avaient travaillé sur plein de choses de leur passé, mais avec le coaching, on va avoir une approche un peu plus directe, en fait. Donc, on a des super résultats aussi, quoi. Ok, c'était Caroline, hein, pardon, je sais pas si alors, Sophie qui dit comment assumer qui on est. Comment assumer qui on est ? C'est un peu ce que disait David Laroche. Donc lui, en fait, il a été se reconnecter à ses besoins, ses valeurs, ce qui était important pour lui. Il dit, je parlais avec mes tripes, donc c'était dans la continuité, il a assumé. Mais je suis d'accord que c'est pas forcément évident. On n'a pas tous des rêves et des projets comme David Laroche. Mais moi, je dirais, Sophie, qu'est-ce qui est important pour vous, en fait ? Qu'est-ce qui est important pour vous ? C'est quoi vos valeurs ? Vous avez forcément des choses importantes pour vous et des valeurs et des choses sur lesquelles vous ne voulez pas transiger. Donc, en fait, ce qui va être important, c'est de se reconnecter à ça, à ce qui est important pour vous, et ensuite de se dire, mais ok, mais moi, je suis comme ça, en fait, je suis comme ça, et donc j'assume. Et une fois que j'assume, quelque part, le regard des autres, c'est plus mon affaire, quoi. Moi, je sais que je suis comme ça et je sais que je suis quelque part droit dans mes bottes et que je vais dans la bonne direction. Ok ? Voilà, Sophie. Ouais, il y a Caroline qui dit pourquoi on se sent nul, même si les autres vous disent le contraire. Alors, effectivement, Caroline, il y a des périodes dans la vie où en fait on n'entend pas ce que disent les autres et on n'est pas en capacité quelque part d'accueillir
les compliments, ça nous passe au-dessus, on se dit mais non, mais en fait, j'y crois pas à ce que tu dis. Mais en fait, je pense vraiment que c'est par l'action, par se reconnecter à des choses qu'on fait bien, en prenant un peu de plaisir. C'est ça en fait, c'est aller se connecter à ce qui nous fait du bien, à là où on est bon. C'est ce que disait Boris Cyrulnik, quoi. Des fois, on peut avoir vraiment une confiance, une estime de soi, mais qui est vraiment au ras des pâquerettes. Mais voilà, on va se dire, allez, j'essaie, je vais faire un petit truc, je vais faire c'est étape par étape, quoi. Ce qui peut être difficile des fois pour la confiance en soi, c'est justement de se fixer des objectifs hyper élevés et donc te dire, ah, mais moi, j'arriverai jamais à faire ça, c'est trop haut, et donc de se décourager. Mais moi, ce que je conseille, c'est voilà, ce que je disais encore, la théorie des petits pas. Donc, vous fixez des mini-objectifs. Moi, des fois, avec des coachés, des clients, c'est vraiment des tout petits objectifs. Ok, ça va être pour la semaine prochaine. Vous dites à votre collègue au moins une fois, vous dites non à votre collègue quand elle vous sollicite. Voilà, j'ai coaché une cliente comme ça. Elle ne savait pas dire non à sa collègue qui lui proposait tout le temps d'aller faire une pause cigarette, alors qu'elle fumait pas, hein, ma cliente. Mais donc, le petit pas, c'était, la prochaine fois que ta collègue te propose une pause cigarette, si t'as pas envie, tu lui dis non, j'ai pas envie. Et on va travailler ensemble comment tu vas le dire, peut-être, parce que peut-être que t'as pas l'habitude et que c'est compliqué. Donc, on a fait ensemble, on a joué la scène pour que ce soit plus évident pour elle. Donc, voilà, ce que je disais, c'est des petites choses, en fait, des petites actions qui font qu'au final, petit pas par petit pas, goutte après goutte, en fait, ça commence à faire du bien. Et au final, surtout, ce qui est bien, c'est de se dire, ah oui, j'en étais là. Comme tout à l'heure, vous voyez, on a jugé la confiance en soi de 1 à 10. Ah oui, j'en étais là, c'est vrai, en janvier, j'étais à 2, quoi. Et là, en juin, je suis à 5. Bon, je pense que je peux encore faire mieux. Vous voyez ? Donc, c'est se fixer, en fait, aussi des marges de progression, voir comment on évolue. Ça fait du bien. Voilà, Caroline. Alors, Sabrina, et si on n'a aucun talent ? Alors ça, j'y crois pas du tout, Sabrina. Mais en fait, surtout, ce qui est important, c'est de pas se mettre la pression avec le talent. C'est quoi le talent, en fait ? Moi, surtout, ce que je vous invite à faire, c'est qu'est-ce que vous faites bien ? Et vous n'êtes pas obligé de faire un truc incroyable qu'on voit à la télé ou je ne sais où. Surtout, Sabrina, je suis sûre qu'il y a des choses que vous savez faire, des choses... ça peut être, des fois on se rend pas compte, mais ça peut être mettre les gens en lien, être je sais pas, convivial, dynamique. Des fois c'est pas forcément des choses qu'on sait faire, des fois c'est des choses de nos attitudes, c'est un petit peu des choses. Alors entre l'inné et l'acquis, il y a des choses qu'on peut travailler, mais c'est des choses que vous faites un peu naturellement. Vous voyez pas le temps passer. Et je suis sûre que alors ça peut être ce qui peut des fois aider, c'est de se reconnecter à l'enfant, à la petite fille que vous étiez, et vous dire oui, c'est vrai, quand j'étais petite, j'aimais bien en fait faire des bracelets brésiliens. J'ai complètement oublié que j'aimais bien travailler avec mes mains, des choses comme ça, être un peu créative. Et là, vous allez vous reconnecter, vous allez vous dire tiens, peut-être que je ferais bien du tricot, je sais pas, de la couture. En fait, j'avais oublié que je savais faire ça et que ça me faisait du bien, vous voyez ? C'est pas forcément des trucs incroyables. De Freddy qui dit, est-ce que le rendez-vous est pour détailler ses projets actuels et être ensuite accompagné pour les réaliser en confiance ? Oui, l'idée du rendez-vous, effectivement, ça va être en fait de vous écouter sur vos besoins et donc d'être accompagné pour réaliser vos projets. Oui, parce que l'idée d'intégrer Mentor Coaching, c'est donc d'accéder au coaching individuel, donc là qui va vous permettre d'être accompagné pour réaliser vos projets en confiance, et ensuite d'avoir accès au coaching collectif où là, pareil, vous allez, il y aura l'émulation du groupe en fait, donc déjà ça fait vachement de bien, et puis ensuite accéder au live des mentors. Donc effectivement, dans le mentor coaching, vous aurez ça, Freddy. Ouais, ok.
Ouais. Fabienne, intéressant. Comment on fait pour savoir si le pas qu'on a fait est trop grand pour nous? Ouais, bah ça c'est intéressant en fait, parce que c'est toujours l'idée c'est de prendre un petit peu des risques, mais mesurés, calculés. En fait, c'est de se dire, est-ce que je me sens capable? Est-ce que je me sens capable de faire ça? Ok. Dans quel délai je me sens capable de faire ça? Ouais, je me sens capable. Bon, ça va être chaud, mais allez, j'ai envie quand même, vous voyez? J'ai envie de me lancer ce défi quelque part. Mais bon, peut-être pas tout de suite là. Je vais peut-être peut-être que ça va faire un peu gros en fait. Je vais peut-être rediviser en 2 mini-objectifs. Et donc pour la semaine prochaine, je vais déjà faire ça. Ce sera déjà une avancée. Et après, je referai un deuxième pas. Vous voyez? Donc en fait, c'est se dire, est-ce que je me sens capable? Est-ce que j'ai envie? Et dans quel délai? Ça, c'est important, c'est de se fixer des délais aussi. Ça permet d'acter les choses et de se dire, ok, voilà, le délai il est fixé. Maintenant, je recule plus quoi, j'y vais. Puis ça permet de se dire à la date, ah bah je l'ai fait. Ah, je suis content. Maintenant, c'est bien. Ok. Allez, peut-être une petite dernière question. De Christine, pourquoi les femmes manquent-elles plus de confiance que nos homologues masculins? Incroyable, Christine, votre question. Je suis complètement d'accord. Ça fait partie de nos sociétés, voilà, qui ont fait que pendant des décennies, en fait, les femmes étaient plus reléguées à la sphère privée, domestique, les hommes plus dans l'action, à ramener l'argent, le travail, etc. Et les femmes beaucoup dans un rôle de je prends soin des autres, je me dévoue, je m'oublie un peu. Donc en fait, bon, il y aurait plein de choses et ça c'est un peu de la sociologie, mais en tout cas vous avez raison, Christine. Clairement, il y a plus de femmes qui manquent de confiance parce que aussi, les salaires sont plus bas. Enfin, c'est toute une culture en fait dans laquelle on a été baigné depuis longtemps. Mais qu'on doit combattre aussi en fait. Donc quand on parle de coaching, etc., c'est un point de vue individuel, mais ça ne doit pas nous faire perdre de vue des combats un peu plus grands pour faire bouger les lignes dans la société, quoi. Mais en tout cas, plus toutes les femmes auront confiance en elles et plus les choses bougeront, parce que plus on a confiance, plus on ose demander une augmentation, on ose demander un poste avec plus de responsabilités, etc. Donc plus on sera de femmes à oser quelque part, plus ça changera les choses dans la société. Ok. Je pense que c'est pas mal. C'est pas mal. Je regarde un petit peu. Je pense qu'on va conclure là-dessus. Merci pour vos retours, pour vos questions hyper intéressantes, hyper pertinentes. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Et puis que ce live a répondu à vos attentes. Moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'animer. Le dernier message que j'ai envie de vous faire passer, c'est beaucoup plus dur et long, plus fastidieux, donc d'y arriver tout seul. Et vous connaissez la théorie. Un coach vous aidera à passer à la pratique. Donc, n'attendez pas pour prendre rendez-vous. Voilà ce que je pouvais vous dire. Merci à toutes, à tous. Et puis, à très bientôt avec Mentor Show. Et bonne soirée. À bientôt. Au revoir.